Salut à tous, c'est la reprise du 1330 et bonne année. Comment ça va, toi, Lionel Dimitrievitch? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en replay jusqu'à la fin janvier, puis après, C'est bah, ce vrai, sera la bonne année, mais trop tard. Mais de c'est la- pas de grave, il y en l'année a qui regardaient prochaine. en avance. Voilà, exactement. Nous sommes Heu, contents de cette nouvelle année là avec la reprise des 1330 avec du GraphQL, notre série phare, le fil le rouge du fil 1330. rouge, ouais, exactement. Alors on avait vu pas mal de GraphQL côté serveur. Aujourd'hui, on va aller un petit peu côté client parce que c'est bien beau de monter un serveur, mais il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, avant d'entamer pour une prochaine la partie Azure. Cette fois, on ira un petit peu plus loin. Exactement. Voilà. D'abord, vous voulez tous savoir si le bonsaï est mort. Il n'est pas mort, mais il s'approche. Il Ah! s'approche, il fait bien la gueule. J'aurais Et, dû mettre une piécette, Steve, quand même, sur la durée de vie ouais, de c'est ton la durée en bonsaï. fait. On sait que Ouais. ça va décéder, mais en combien de temps? Il est passé d'une phase à je fais des pouces beaucoup à tiens, je fais des pouces d'un côté, je meurs de l'autre. Et maintenant, il a dit tiens, je perds mes feuilles de partout. Voilà, on va Il est voir. peut-être en pleine mue, hein, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il sait que c'est l'hiver et que du coup, il fait ce qu'il faut pour l'hiver. Ah, il y a C'est que lui qui possible. sait C'est que c'est possible. l'hiver, en tout cas. Ok, je vais passer sur l'endroit des slides. C'est bon, Yes. tu peux lancer Allez, si on tu y veux. va. Bonjour à tous sur le chat. Ah, salut, Jou Chéri. Il nous dit salut, bonne Salut. année avec un sapin de Noël. Tout à fait inapproprié. C'est plus du tout la date. Ah, techniquement, c'est pas fini encore la période de Noël, hein. Ah oui? Ok. Non, non, mais il y a encore les Noël pour les orthodoxes à la fin de la semaine, là. Donc, Ah, je savais techniquement, pas c'est ça. pas fini. Il y a un décalage de On 15 me jours, gratte avec leur quelque chose. calendrier. Donc voilà. Bref, on ferme la parenthèse sur Noël. Oui. On revient à GraphQL et Angular. Je disais, oui, on a fait un petit peu le GraphQL côté serveur. D'ailleurs, la dernière fois, il y a eu un bug inexplicable lorsque j'ai fait la remontée du livre sur le Banana Cake, là, qui est le petit utilitaire. Il faut savoir que juste après qu'on ait terminé le 1330, ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas pourquoi Ah, ça n'a pas fonctionné en live. je Je la me connais suis celle-là. réauthentifié et ça refonctionnait. Bref. Donc on avait vu comment on uploadait un fichier, en fait, comment on mettait en place un endpoint GraphQL pour uploader un fichier. Et là, on va en fait, bah, tout simplement exploiter les différents endpoints qu'on a pu mettre en place lors des différentes sessions pour les attaquer avec de l'Angular côté front. Et pour ça, on a une librairie qui s'appelle Apollo, et c'est ça qu'on va voir plus exactement aujourd'hui, parce que la partie Angular n'a pas grand intérêt en elle-même. Donc, il faut que je clique au bon endroit, voilà. D'ailleurs, je tiens à informer les gens que Creed 3 va sortir bientôt au cinéma. Hop. Très bien. Vu que j'ai pas vu le 1 et le 2, ça va pas Tu changer grand peux, chose. tu peux, ça vaut le coup d'œil. C'est vrai? Bon, bah, Ouais. je regarderai. Ma petite slide retour vers le futur pour réexpliquer un petit peu, l'architecture, mais vraiment vite fait, hein. Ceux qui sont plus intéressés et qui ont pas vu, pourront aller voir les vidéos précédentes. On a mis un serveur GraphQL en place en .NET, du coup, avec une librairie qui s'appelle Hot Chocolate. Donc ceux qui cherchent sur internet, cherchez Hot Chocolate GraphQL, parce que sinon vous allez tomber sur plein de chocolats à Vienne, et cetera. Donc, rien à voir avec le framework en lui-même. Et donc ce petit framework qui nous permet, bah, tout simplement d'aller utiliser des bases de données d'autres API, qu'elles soient REST, qu'elles soient GraphQL, et cetera, et de fournir tous ces éléments-là à des applications web app, mobile et desktop. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit rappel. Et puis, voilà ce qu'on avait mis en place. Alors la dernière fois, la partie Angular était grisée parce qu'on ne l'avait pas attaquée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La partie GraphQL, elle est en place. Et puis on a notre base de données SQL Server qui est également en place. La base de données, je rappelle tout simplement le petit projet, c'est tout simplement qu'on a des livres avec des auteurs, des éditeurs, des séries, des langues différentes. Et donc en fait, le but, c'est à travers des fichiers EPUB, en fait, d'uploader des fichiers EPUB sur notre serveur GraphQL pour stocker dans la base SQL les informations qui nous intéressent et pour pouvoir les requêter et les utiliser au niveau de notre appli Angular. Voilà, donc on avait vu également le fichier EPUB, le format de fichier EPUB, etc. On l'avait vu précédemment. Je reviens juste là-dessus. Le code source, si vous voulez l'avoir, est toujours disponible sur GitHub, d'accord? Donc sur le GitHub de NeosSDI, GraphQL Librairie, et vous allez avoir accès au code source de l'application qu'il faut que je pousse parce que j'avais des petits soucis.
On revient sur Apollo à proprement parler. Donc Apollo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une librairie cliente JavaScript du coup pour communiquer avec un serveur GraphQL. Et en fait, elle est disponible pour de nombreux frameworks. On va la voir en React. D'ailleurs, la plupart de la documentation est plutôt orientée React qu'elle ne l'est sur Angular ou sur Vue ou sur les autres frameworks. Plutôt orientée React, mais on s'y retrouve assez facilement. On va également avoir cette librairie donc, qui est disponible pour Vue, pour Angular, Humber et Polymer qui sont un petit peu moins utilisés quand même en termes de framework JavaScript, mais qui ont le mérite d'exister. Et puis on va également pouvoir utiliser Apollo sur de l'iOS avec Swift et sur des mobiles Android avec du Java. Voilà, donc c'est un petit peu le cœur du réacteur, je dirais, pour aller attaquer un serveur GraphQL. Et puis donc, une partie non, pardon, j'ai anticipé un peu trop sur les slides. Donc Apollo, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? En fait, je disais donc c'était un petit peu le cœur du réacteur, donc ça va nous permettre de faire évidemment tout ce qui est query, donc requêter les données auprès de notre serveur GraphQL, de faire des mutations, c'est de mettre à jour les données, mais également, et c'est une partie qu'on n'a pas vue et qu'on verra quand on mettra en place la partie avec Azure, la partie souscription, qui est en fait du WebSocket, on va dire entre guillemets, qui permet une communication bidirectionnelle entre le serveur et le client, ce qui peut être utile dans certains cas. Là, on n'en est pas là encore aujourd'hui, puisqu'on est dans simplement je upload des fichiers et ça met à jour de la donnée. Apollo, ça gère également d'autres problématiques qui vont être intéressantes. Ça va notamment gérer du cache côté client. Donc, ça va nous éviter de requêter en permanence notre serveur. Et qui dit cache côté client dit une gestion d'état. Et on le verra quand on ira dans le code. En fait, on n'a pas besoin, je parle plutôt dans le monde Angular, mais on va voir la même chose côté React, hein, on n'a pas besoin d'avoir de store en fait, puisque Apollo va automatiquement gérer cet état et donc du coup, on aura le store directement au niveau d'Apollo, donc pas besoin de mettre en place une couche NGRX ou autre pour gérer ces problématiques. Après, c'est pas forcément hyper simple, vous allez le voir, il y a vraiment des petites complexités, c'est pas forcément ultra agréable à manipuler, mais ça c'est voilà, je le mets entre parenthèses, ça reste quand même quelque chose d'assez utile et d'éviter de rajouter des couches et des couches et des couches. Apollo Angular, donc c'est tout simplement un portage d'Apollo sur la plateforme Angular, donc il n'y a rien de spécial, c'est du JavaScript, donc c'est juste une adaptation finalement pour que ça puisse être manipulé plus facilement dans Angular. Et donc ça va permettre à un client Angular de communiquer avec un serveur GraphQL. J'ai mis simplement, je reviens sur cette notion de cache, et on va voir que dans le code, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est pas aussi simple, c'est que ça demande beaucoup de lignes de code en fait pour faire des choses Hmm. assez simples. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Installation classique, là je vous invite à aller voir le site Apollo Angular. Là pour le coup, vous tomberez pas sur des viennoiseries. Ça se fait tout simplement par du NPM, du Yarn, ou vous avez également une schématique qui existe, qui est ngadd, et qui va vous permettre de rajouter directement la librairie qui va bien et configurer correctement votre projet. Moi, je suis parti du NPM, tout simplement, ou NPM ou Yarn, tout simplement, quand on est dans un mode apprentissage. ngadd, il masque beaucoup de choses parce qu'il va vous configurer vos modules, etc. Que là, j'avais envie de voir un petit peu comment ça se passait, et donc je suis passé par NPM pour le réaliser. Voilà, j'en ai fini avec cette partie-là qui n'est pas vraiment la partie la plus intéressante. En gros, Apollo, c'est une librairie. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans le code ce que ça peut donner. C'est Donc, je parti. reviens hop, sur mon code .NET qui, lui, n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Il y a aucun ajout, j'ai pas eu besoin. Mon serveur tourne, donc je vais pas m'apesantir sur la partie Visual Studio. Je vais aller plutôt sur VS Code, du coup, où on va retrouver un petit peu tout ce qui a été fait. Hop, je vais cacher tout ça et en fait, on va aller voir directement la partie intéressante. Alors, le point d'entrée, c'est bien évidemment l'app module où on va retrouver en fait un module en particulier qui est GraphQL module, donc un module à part que j'ai créé. J'explique juste tout ce qui est Toast module, etc. En fait, tout ça, ça vient de PrimeNG, qui est une petite bibliothèque graphique pour Mhm. Angular, qui permet d'avoir une interface propre assez facilement. Donc, je l'utilise sur les petits projets comme ça. Ça permet de ne pas avoir un fond blanc avec une textbox Oui. basique qui se balade. C'est un peu plus joli. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques modules qui ont été importés. Mais la partie qui va vous intéresser, en fait, c'est la partie GraphQL module. Donc en fait, ce GraphQL module, c'est là qu'on va configurer finalement notre connexion à notre serveur GraphQL.
Et on va avoir un module classique, hein, donc on va avoir le Apollo module ici qui est exporté, qu'on n'importe pas mais qu'on exporte, qui est là, hein, qui est l'Apollo Angular, tout simplement pour que dans l'app module on puisse le retrouver. Donc il est exporté, et puis on va juste provider, fournir en fait, donc là c'est la configuration de l'injection de dépendance, hein, le serveur Apollo, donc en fait la configuration de notre serveur Apollo, donc ouais, Apollo Options, et puis on va lui dire create Apollo, et Apollo va dépendre d'un service qui s'appelle HTTP Link, qui est également défini dans la librairie. Donc ça c'est juste du boilerplate, c'est de la configuration. Et donc on va appeler notre fonction create Apollo, et vous voyez la fonction create Apollo elle est relativement simple. En fait on va lui créer un lien, donc un lien vers notre serveur. On va lui donner le petit lien ici GraphQL, d'accord? Donc ça c'est l'URL de mon serveur qui tourne. Et puis on va lui dire que notre cache, c'est un in-memory cache. Alors c'est la configuration par défaut. J'ai pas été chercher si on pouvait mettre autre chose, mais en tout cas c'est ce qui est proposé par défaut par la librairie Apollo, pas spécifiquement Angular, hein, même dans toutes les librairies, c'est du in-memory cache. Donc on va avoir un cache qui va être directement en mémoire. Et puis il y a un petit élément particulier ici qui est Extract Files. Extract Files, tout simplement, il a été mis pour pouvoir uploader les documents. Alors je vous avoue que j'ai un peu galéré pour cette partie-là, pour savoir comment on pouvait uploader à partir du client Apollo. Et en Mhm. fait, il faut définir une fonction Extract Files, en fait, alors qu'il doit se trouver dans Shared, je pense, voilà, qui est ici. Et qui, alors j'ai copié-collé, hein, vous voyez, il y a pas de subtilité particulière, et en fait qui va nous permettre de découper en fait notre fichier pour pouvoir faire du multipart, parce que c'est la seule façon d'envoyer des fichiers directement au serveur, c'est de faire du multipart, et donc on est obligé d'avoir ce petit extract files. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront le récupérer. Il y a 2-3 petits trucs à toucher, notamment au niveau des variables ici, de dire où se trouve notre fichier, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc Dites-nous, ça, dites-nous sur le chat oui. si vous voyez bien le code ou si vous voulez qu'on zoome un peu plus, n'hésitez pas. Donc là, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a configuré notre serveur, notre client, pardon, qui va aller communiquer avec notre serveur. Et puis on va aller voir, donc du coup, j'ai créé deux vues, une liste d'auteurs et puis une liste de livres. Très très simple. Notre liste de livres, c'est un tableau, d'accord. Bon, je vais peut-être pouvoir le montrer si je le retrouve. Ah Ah, oui. où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas ouvert. Si, il doit être là quelque part. Yes, non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, je vais le rafraîchir et ça va fonctionner tout seul. Superbe. Voilà, hop, le voilà. Je vais. Alors là, il n'y a plus de cache normalement, il n'y a plus rien. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il devait rester là. Non, pourquoi? C'est bizarre. Ah y est, je suis parti dans des trucs bizarres encore. J'ai du cache ici. Bon, étonnant. Ça, c'est un petit utilitaire, alors qui marche moyen. C'est un petit peu comme la partie Redux, hein, pour ceux qui connaissent, donc qui permet d'aller explorer le store Redux. Ici, on a un petit utilitaire Apollo, donc c'est une petite extension à Visual Studio qu'on peut mettre et qui nous permet d'aller voir ce qui se passe un petit peu au niveau des queries et au niveau du cache. Et là, je ne sais pas pourquoi on a encore du cache alors que normalement, on ne devrait pas l'avoir. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je vais relancer un Chrome. Très bonne idée. Comme ça, ah bah il est là, voilà, il était là mon ancien Chrome, il était déjà là, il était déjà ouvert, donc lui on est bon. Et si je fais un petit F12, normalement, dans mon Apollo, dans le cache, on n'a plus rien, voilà, tout est vidé, donc là-dessus on est plutôt bon. Voilà, donc comment dire, le site, hein, très simple, hein, un tableau avec l'auteur du livre, le titre, la description, et puis un petit menu qui permet de basculer d'une vue à l'autre. Rien d'exceptionnel. Là où la mécanique va se passer, en fait, c'est dans le booklist service qui, lui, va faire tout le travail. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de code quand même. C'est pas Oui. neutre. C'est pour ça que je disais que c'était pas aussi basique que ça. Ça me fait penser. Je vais en profiter. J'enlève cette variable qui sert à rien. Carrément. Bah oui, oui, parce qu'après, il faut que j'archive le truc. Donc, autant ne pas laisser des trucs qui traînent. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Quand on regarde notre service, donc on a un service classique injectable, hein, qui est providé au niveau route, donc au niveau du module général. On va retrouver Apollo qu'on injecte, d'accord, donc c'est notre client. Ici, c'est un petit utilitaire qui va nous permettre d'afficher des toasts, pas grand intérêt. Et puis on va avoir quelques méthodes ici. Hop, on va avoir une méthode getBooks
qui va nous permettre de récupérer des livres, d'accord, par laquelle on va en fait, c'est tout simplement un observable, hein. Donc on va Mhm. appeler la librairie Apollo, on va lui dire d'observer une requête, de watch une query, et en fait la requête, qu'on va lui fournir en paramètres, tout simplement. Alors je l'ai mis dans un fichier à part parce que vous voyez, bah, ça fait beaucoup de code parce qu'en fait on va écrire toutes nos requêtes GraphQL, on va les écrire. Forcément, faut bien que ça sorte de quelque part. Donc du coup, on va écrire et vous voyez que c'est exactement la même syntaxe que ce qu'on a pu faire les fois précédentes. Donc je vais récupérer les livres avec leur ID, leur titre, leur description, les auteurs, parce que GraphQL, c'est ça aussi l'avantage, c'est que je peux faire des jointures directement dans la requête et pas forcément interroger plusieurs endpoints, un qui va me donner qu'une partie des données et l'autre partie des données. Ici, on va le faire en un seul coup. Donc c'est l'avantage de GraphQL. Et donc on va écrire la requête qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des livres. Pour ajouter un livre, pareil, on va écrire la requête, et cetera pour tous les éléments. On a des subtilités quand même assez importantes. Donc là, je suis sur Mhm. l'upload, je vais le cacher pour le moment. Quand on va ajouter un livre, en fait, ce qui va se passer, voilà, il y avait bien un point qui était pas bon, c'était ma variable de tout à l'heure. Voilà, et puis on va enlever le console log. J'en profite, hein, je fais le ménage en même Vas-y, temps. régale-toi. Ménage de Passe un coup de printemps, voilà. balai, un truc comme ça. Exactement. Donc on appelle notre Apollo. Tout à l'heure, on lui a dit watch query. D'accord? Donc là, il sait que c'est une requête. Et là, on va lui dire mutate. En fait, on va ajouter un livre, donc on va lui dire il faut faire une mutation. D'accord? Donc pareil, au lieu là, cette fois-ci, d'avoir query, ici on va avoir mutation, puisque c'est la requête de mutation. Donc pareil, ça pointe dans l'autre fichier pour récupérer le code de la mutation, parce que sinon ça commence à faire beaucoup de code. On va lui définir les variables qu'on souhaite passer. D'accord? Donc là, c'est un petit peu pénible parfois la structure, parce que vous voyez, on lui passe une variable input qui elle-même est un objet de data et qui va contenir les valeurs à proprement parler. Bon, ça c'est après, c'est un peu du boilerplate aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'y habituer. Et puis là où c'est un petit peu subtil, c'est que derrière, il va falloir qu'on aille updater notre cache en fait. Et c'est là où c'est un peu, je dirais le côté un petit peu pas si facile que ça, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois qu'on va mettre à jour les données, mettre à jour notre cache. Et là, j'ai mis la mise à jour du cache dans une fonction à part parce qu'on va utiliser la même pour l'upload, puisque pour l'upload, on va ajouter un livre finalement. Et Mhm. donc ici, derrière, cette méthode update, c'est un callback qui va être appelé en fait une fois que la requête va être exécutée. Et puis on va aller regarder si on a des erreurs dans notre résultat. Si on a des erreurs, bah, on va retourner directement l'erreur, d'accord. Et puis sinon, on va aller appeler la méthode addBookToCache, qui est ici, et qui elle va nous récupérer donc l'état du cache à l'instant T, hein, au moment où on veut le manipuler, d'accord? Et c'est le cache en fait de la requête qu'on va aller rechercher. Donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué parce qu'en fait on manipule un cache de requête. Donc c'est un peu particulier. Et en fait ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va lui dire du coup ma liste de livres, je vais lui ajouter le livre que je viens d'ajouter qui est ici, hein, le book là ici, je vais lui rajouter le livre et je vais écrire dans mon cache le résultat de ma requête. Donc en fait, je manipule tout au niveau de mon cache et encore une fois, vous voyez, c'est lié à une requête, le cache. C'est pas un peu comme dans un store où on va gérer une collection d'items, par exemple, et puis on va aller modifier cette collection d'items. Là, c'est un petit peu plus subtil que ça. J'ai pas creusé, mais je pense que ça peut amener des complexités. Mais vous allez voir qu'il y a des choses aussi sympas qui sont faites dedans, hein. Ça, c'est un petit peu le côté complexe, je dirais, de la chose, mais après, vous allez voir, ça marche bien. Ensuite, derrière, on va récupérer le résultat. Et puis, si j'ai une erreur, bah, je vais afficher un petite erreur dans mon service. Et puis, s'il n'y en a pas, je vais lui dire que waouh, on a réussi à ajouter le livre. Nickel. Le remove et l'update, alors l'update, il n'est pas codé pour le coup, mais le remove fonctionne à peu près de la même façon. Mais vous voyez là, dès qu'on veut updater le cache, tout de suite, ça fait quand même beaucoup de lignes de code à écrire. Ouais. Pour simplement, bah, je mets à jour mes données côté local, alors qu'avec NGRX, c'est assez fluide quand même et assez sympa. Alors bien évidemment, NGRX qu'on a vu dans le précédent qu'on a vu épisode. la dernière fois, ouais, tout Et à je fait. vous invite à regarder le replay sur YouTube, les amis. Ouais, exactement, on avait vu ça la dernière fois et là, on voit, bon, ça, on peut le sortir après dans des méthodes à part, hein, faire un petit peu comme des reducers, on va dire, en NGRX, c'est-à-dire d'avoir des méthodes pures qui vont nous gérer cette problématique. Néanmoins, voilà, ça commence à faire beaucoup de code. Et puis voilà, après on a le pipe, puis on va catch l'erreur, etc. Donc vous voyez, le delete quand même, il fait une cinquantaine de lignes, quoi. Donc ça commence à faire pas mal de code. Mm. Pour l'upload, on a un peu moins parce que du coup, il y a une partie que j'ai mis ailleurs, hein, le add boot cache qui est parti ailleurs. Et puis l'upload, justement, la particularité du coup, c'est que ici, on va lui envoyer un fichier.
Donc en input, on va lui envoyer un fichier. Et vous voyez la particularité ici, c'est qu'on va lui mettre le use multipart à true, ce qui va nous permettre de pouvoir faire une requête multipart et donc envoyer un fichier au niveau du serveur. Voilà, j'ai beaucoup parlé. On va peut-être faire une petite démonstration toute simple et on va Ça voir nous ce que va. ça donne. Mais là, normalement, tout fonctionne. Aujourd'hui, il ne devrait pas y Ah, avoir de bug. notez Je bien cette croise les phrase. doigts. Notez bien cette Je phrase pendant croise 5 les doigts. minutes. Ok, donc là, on n'a pas de livre, on n'a pas d'auteur, d'accord, tout est vierge. On va utiliser cet élément-là pour aller uploader un livre et je vais encore faire plaisir à mon garçon. Je vais aller prendre Germinal, pardon, pas Terminal, et je vais l'ouvrir. Alors là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'une fois que je l'ai ouvert, je vais juste revenir sur le code pour vous montrer. Une fois que je vais avoir ouvert mon... Hop là, pas dans le module, mais dans le component, là, on a quand même beaucoup moins de code. Hop, on a encore un console log qui traîne, évidemment. Tout ça, c'est la partie debugging super sympa en JavaScript. Ici, donc on va juste aller appeler notre service et on va lui dire upload books en lui passant le premier fichier qu'on a trouvé et j'ai pas fait de programmation défensive entre guillemets, j'ai supposé que par défaut il y en aurait un vu que c'est moi qui manipule, je sais qu'il y en a un et puis derrière j'ai été faire un clear de mon item de file upload parce que là encore une fois c'est la bibliothèque PrimeNG et donc, si on clear pas en fait ce qu'il y a dans le file upload ici, bah, à chaque fois on va recharger le même livre. Mais ça c'est de la configuration, c'est du PrimeNG et, et ça marche comme c'est indiqué dans la doc. Donc voilà, donc je vais faire ouvrir. Là, il va automatiquement aller me le charger. Voilà, et on voit que le livre est bien arrivé ici côté client. Alors, il est parti côté serveur. Je vais recommencer tout à l'heure en mettant un breakpoint sur la partie serveur pour que vous vous en rendez compte. Et là, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça marchait impeccable. Et là, les auteurs, je ne sais pas pourquoi, ne se sont pas rafraîchis. Donc, si je rafraîchis, l'auteur est bien là. On a bien Émile Zola en auteur. Je vais aller prendre un autre livre et puis je vais mettre un breakpoint sur la partie ici. Ce que je retrouve, ouais, c'est là, Book Mutations, et on doit avoir le upload book qui est là. Donc on va juste mettre le point d'arrêt là, et puis on va aller uploader un autre livre. Hop, et on va aller en prendre un autre. On va prendre La Fortune des Rougons, par exemple. On va l'uploader, et voilà, j'arrive bien ici. Donc vous voyez comme quoi l'upload s'est fait automatiquement, il n'y a pas eu de triche là-dessus. On a toute notre analyse de fichier EPUB qui est faite ici, alors qui est très sommaire, mais qui est faite là. Et puis derrière, ça va aller s'ajouter. Je fais un F5 rapide et on retrouve La Fortune. Alors, vous voyez qu'ici, ça c'est la problématique des livres pub gratuits, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas grand chose de normalisé et on retrouve de l'HTML dans la partie description. Donc il faudrait pousser un petit peu plus notre interface pour que ça puisse répondre correctement. Et au niveau des auteurs, j'ai toujours un seul auteur. Normalement, si je fais F5, je devrais, voilà, j'en ai un deuxième qui est Zola Émile. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas automatiquement. Juste vous montrer. Je vais en prendre un troisième parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté du cache Apollo ici. Non, pas là, mais là, voilà. Donc ici, si on regarde en fait ce qu'il y a, donc si je, là, pardon, si je vais dans le cache ici, vous voyez qu'on a deux auteurs qui sont là. Tout à fait. Et c'est tout ce qu'on a en fait. On n'a pas de livre parce que je suis pas encore allé côté livre. Que si je reviens là, il a été effectué la requête et vous voyez, il va récupérer les livres automatiquement et il vient nous les rajouter dans le cache. Là, si je mets un troisième livre, alors je vais changer d'auteur pour pas tomber sur la même chose. On va prendre ça par exemple. Hop, je sais pas ce que c'est comme livre, hein, je l'ai pas lu. C'est pas très grave, donc on retombe dans notre point d'arrêt ici. Et on se retrouve, vous voyez, auteur a été alimenté automatiquement. Donc on a un troisième livre et un troisième auteur qui a été mis dans le cache. Et là, pour je ne sais quelle raison, ça se trouve, ça va marcher. Non, ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi ici. Mais l'auteur est bien arrivé ici, c'est Zimmer Bradley Marion. Alors, vraiment capricieux. Parce que le lien est fait hein, au niveau des auteurs, j'ai vérifié tout à l'heure, ça marchait plutôt bien, j'avais même mis un console log qui marchait. Donc si je vais regarder hop, dans mon components, ici vous voyez authors est bien lié au service authors dollar qui lui est bien un élément. Alors peut-être la différence c'est que je suis pas avec une fonction, peut-être que si je mettais une fonction ça irait mieux, peu importe. Alors, on va faire ça participatif sur le Ouais, chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? ouais, N'hésitez là, pas à proposer quelque chose.
C'est bon, continue Là, parce qu'ils dorment. je vais faire sauvegarder ça. Non, bah moi Ouais. j'ai fini le tour de la question là. Mhm. On upload notre livre, on a tout ce qu'il faut pour travailler en Angular. Il y a un peu de design à faire quand même. Là, on va le laisser recharger, il va nous recharger tout ça. Alors, est-ce que le fait d'avoir rechargé, si je upload un nouveau livre ici, je vais aller encore changer de livre en espérant ne pas tomber sur un bug, parce que des fois ça arrive aussi. Ah non. Non, parce que les livres sont tellement. Vous voyez, celui-là, le livre par exemple, n'est pas. Je suis sûr qu'on a une erreur 500, parce qu'en fait, on n'a pas. Bah non, même pas si là. Tac, tac, tac. Il y a eu un souci qui s'est produit. Mais ça, c'est plus côté. Ah non, 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 c'est que je suis bloqué côté serveur. Attendez, il n'y a pas eu de problème. C'est juste que je suis bloqué côté serveur. Voilà. Mais voilà. Et voilà. Et là, on retrouve le livre. Alors lui, est-ce qu'il a un auteur? Oui, il est là. Zelazny Roger. Autant vous dire que je ne connais pas. Et on ne le retrouve toujours pas. Donc voilà, je sais pas s'il y a vraiment une bizarrerie là à ce niveau-là. C'est un peu ce que je vous expliquais avec l'histoire de mise à jour de cache. C'est vraiment la partie un petit peu compliquée. Alors, il faut savoir aussi que là, on est sur un in-memory cache qui est relativement simple, mais on peut vraiment pousser les choses ici en définissant par exemple des books, par exemple, et puis dedans, on va lui définir, je ne sais pas si je vais avoir l'IntelliSense, mais on va lui définir en fait comment les books vont être, le cache va gérer en fait les livres. On Mhm. va pouvoir lui dire par exemple que l'ID d'un livre, bah, c'est pas l'ID, mais c'est Mhm. la propriété Book ID par exemple, parce que Mhm. là il s'appelle ID, donc c'est déduit, mais si ça s'appelle pas ID, il va falloir lui préciser. On va Mhm. pouvoir également déterminer comment on met à jour le cache, c'est-à-dire quand j'ai un nouvel élément, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le nouvel élément? Est-ce que je prends l'ancien? Comment est-ce que je merge tout ça? Donc ça, c'est des parties intéressantes. Et puis, on va pouvoir aussi, ça c'est un truc qui est pas mal, que j'ai pas testé encore ici, un élément qui va être d'avoir en fait de gérer un état local, c'est-à-dire d'avoir des variables locales et de les mélanger à des éléments qui viennent de mon, mon serveur GraphQL, donc des données persistées sur un serveur et des données locales, et de pouvoir mélanger, de pouvoir dire bah là je vais utiliser plutôt cette variable-là, c'est une variable qui est locale, donc on ne va pas utiliser le GraphQL. Et donc en théorie, Apollo est capable de gérer ces problématiques-là et du coup d'aller chercher les données qui vont bien au niveau du GraphQL et de ne pas toucher aux données qui sont en local et de faire un merge qui est correct. Mais en tout cas, on a pas mal d'options au niveau du cache. Je vous avoue que c'est un petit peu, il y a pas mal de littérature sur Apollo là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses à regarder. Dernier élément peut-être, puisque ça on ne l'a pas vu, Mhm. c'est qu'on ne fait pas des requêtes à chaque fois. Et ça c'est plutôt intéressant aussi. C'est-à-dire que si je me mets au niveau network ici, je vais rafraîchir. Hop là, voilà, on a fait une requête ici qui est allée nous chercher les auteurs, d'accord? Oui. Je vais aller sur les livres, je vais avoir une nouvelle requête qui est allée me chercher les livres normalement, voilà les books, hein. Je sais pas si on le voit bien là, c'est Ouais, ouais, peut-être ça va. Ah pas. oui, Oui, c'est pardon. bon. J'allais te dire, moi je le vois, Ouais, mais ouais. c'est peut-être un peu petit, mais ça va. On te croit, on Donc te ici croit. on a les books, ici vous voyez, et si je reviens sur les auteurs, je n'ai pas fait de nouvelle requête en fait. Donc du Mhm. coup, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que le fonctionnement du cache, c'est je vais d'abord regarder dans le cache s'il y a quelque chose. S'il y a Ouais. quelque chose, je récupère le cache et je ne fais pas un nouvel appel au serveur. Pareil, tout ça, ça peut se configurer et dire par exemple qu'on va faire une requête au serveur toutes les X secondes pour fetcher en fait de manière régulière au niveau du serveur s'il y a des mises à jour. Mhm. Il Dans ce type de scénario, on privilégiera peut-être plus la partie souscription qui va pardon, nous notifier plutôt qu'il y a eu des changements au niveau de la base de données, plutôt que d'aller toutes les X secondes solliciter le serveur. Ouais. Parce que tant qu'il y a un seul utilisateur, ça va. Si vous avez 10 000 utilisateurs, bah, ça fait potentiellement 10 000 appels en 30 secondes, ce qui n'est pas forcément très très intéressant et très rentable. Tout à fait. Voilà pour cette nouvelle année. Moi, je me suis amusé à la fin d'année dernière, donc du coup, à vous concocter ça. Voilà, c'était sympa. Bien. Enfin, juste avant, j'ai quand même refait la démonstration avant de la faire, et ça n'a pas marché. J'ai mis un console log, ça a marché. Donc, sincèrement, je pense Ah. qu'il y a un problème un peu plus complexe, et je pense pas que ce soit un problème de code en fait, ou alors c'est que j'ai oublié quelque chose. Mais faut regarder. En tout cas, faut que je creuse un petit peu plus ce sujet-là de toute façon. Donc voilà. Oui, Mais merci oui, merci bien. pour l'astuce. Chris Bong. Chris Bong, je pense. Chris Bong. Yes. Je sais pas si on dit ça comme ça. On est en train de se demander si ta session de ski s'était bien passée.
Yes, c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu de la neige, au contraire d'autres, Bien joué, qui ont qu'est-ce eu qu'il est des fort. stations fermées, Eh oui, non mais donc faut j'étais dire plutôt qu'il content, quoi. va skier dans le Colorado, donc ça Après va être c'était de chouette. la neige du mois d'avril, hein, faut pas rêver, hein, on est au mois de Ouais, ouais, janvier, ouais. donc c'est normal d'avoir de la neige du mois d'avril, hein. Oui. Voilà. Ok, alors, la semaine prochaine, les amis, vous serez heureux d'apprendre que, hop là, nous allons avoir la suite de Bubble.io avec François Arbogast. Si vous vous rappelez, on a eu déjà une première session et il y a eu Low code, no code, ouais. exactement avec du no code et il y avait pas mal de choses à voir et du coup on va faire un épisode 2 qui sera suivi le 18 janvier de, attention, Microsoft MIP ou MIP, qu'est-ce que tu en penses toi? Pureview, Alors, étiquetage de la donnée sécurité avec c'est Christophe ça. Bobal. Donc Voilà. c'est Microsoft Information Protection, je crois, quelque chose comme MIP ça, alors. MIP, ouais. Ça a Ouais. l'air bien, ça a l'air bien. Donc voilà, un nouvel intervenant, ça va être très très cool. Et puis voilà, on se retrouve chaque semaine, maintenant puisque les vacances sont passées, le mercredi à Exactement. 13h30 dans le 13h30, et souvent avec Lionel, donc habituez-vous à lui parce qu'on va bientôt le revoir. Ah, et d'ailleurs, la J'espère que je vous prochaine ennuie pas session, trop parce que sinon ça va être galère. non, c'est sympa. La prochaine session avec toi, je sais pas si on l'a déjà, laisse-moi Fin regarder, janvier, je ça c'est crois, pas quelque chose comme ça. toi. Ah ouais, c'est la suite de GraphQL avec Azure et ce sera le 25 janvier. Tu l'as dit. Exactement. Et là, on abordera du coup la partie Azure, parce que du coup, notre fichier ePub, là, qui est bien gentil, on a alimenté un petit peu notre base de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce fichier-là sur un storage Azure pour pouvoir consulter le livre. C'est-à-dire que dans mon interface, je vais cliquer et je vais pouvoir lire mon livre, ouvrir mon livre en Ça fait. c'est cool ça. Donc ça va être la suite. On se languit. Merci à tous, salut. Bonne journée!